Bienvenue à cet autre épisode de Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Dans ce troisième épisode de la saison, Marie-France rencontre deux autres chercheurs. Cette fois-ci, elle discute avec Marie-Catherine et Laurent. Bonne émission! Chapitre 1. Saumon et crème solaire. Bonjour Marie-Catherine. Donc toi, tu es dans la faculté de médecine, dans le département d'ophtalmologie. Exact. Et puis ton domaine est la photobiologie. J'essaie de voir l'effet des ultraviolets sur la peau. Okay. Donc plus particulièrement, est-ce que les cellules sont capables de s'adapter? Est-ce que les mettre dans des conditions avec des faibles doses d'ultraviolets avant de les soumettre à une forte dose, ça va permettre aux cellules d'être conditionnées et de répondre plus efficacement au stress génotoxique. Donc le stress génotoxique, dans mon cas, ce sont les ultraviolets. Et donc pour ça, j'ai mis en place un système d'irradiation chronique, donc avec des faibles doses, et je compare avec un système d'irradiation qui est une irradiation aiguë. Mon hypothèse, c'est vraiment que les cellules conditionnées sont capables de s'adapter et de répondre plus efficacement au stress génotoxique. Laurent Dallaire, donc toi, tu es dans la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Ça part du projet d'utiliser des bactéries lactiques qui produisent des protéines très intéressantes qu'on appelle les bactériocines, finalement. Ces bactériocines-là, ça ressemble beaucoup à des antibiotiques car ça a un effet antimicrobien. Puis nous, évidemment, je suis dans la faculté des sciences des aliments, donc on y voit une application alimentaire, mais aussi vétérinaire. Okay. On pourrait utiliser ces bactériocines-là pour inhiber des souches bien précises, parce que comme on expliquait, la différence entre un antibiotique et une bactériocine, c'est vraiment le spectre d'action. Un antibiotique, c'est très, très large. On peut tuer plusieurs maladies avec le même ingrédient, mais une bactériocine, ça va être très précis. On peut cibler vraiment la souche qu'on veut inhiber. Okay. L'exemple le plus concret, finalement, de notre projet, qui est une belle réussite quand même, parce qu'on part d'un projet qui a débuté en 2001 avec l'isolement d'une souche intéressante qui provenait de la mer, de chez les moules fumées, qu'on appelle Carnobacterium divergens M35. Et on a découvert qu'elle produit une bactériocine qui inhibe spécifiquement l'hystéria. Le saumon fumé, c'est vraiment la meilleure matrice où on pourrait retrouver une contamination à l'hystéria. Oui, il faut toujours que ce soit très, très structuré. Donc, je sais toujours du début à la fin, à peu près, c'est quoi qui va être le résultat final. C'est très planifié, j'ai des sections, tout ça. Fait que oui, il faut savoir un peu c'est quoi l'histoire de cette pièce-là, parce que dans toute forme d'art, il y a toujours une histoire, là. Puis une histoire sans forme, ça n'a pas vraiment de sens. Chapitre 2. Opéra de laboratoire. On le voit, c'est devenu la mode d'être bronzé, c'est quelque chose de bien, de génial, tu reviens du Sud, etc. Et ça, c'est quand même un comportement dangereux. Et ça, c'est pour ça que je veux faire de la vulgarisation, c'est vraiment d'informer les gens que les UV, ok, on a des effets positifs, mais la balance positive-négative, est parfois... on a tendance à être plus dans le négatif que dans le positif. Il y a deux choses qui sont importantes et qu'il faut faire ressortir de ce projet-là. C'est qu'il y a une modulation possible des voies de réponse aux dommages. Et cette modulation-là, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Et le fait de moduler cette voie de réponse aux dommages, on peut éventuellement faire de nouvelles applications thérapeutiques. Donc jouer un petit peu avec des molécules dont on ne pensait pas qu'elles étaient capables d'être modulables, etc. Mais ça reste encore loin, on est vraiment loin de ça. Et puis dans mon laboratoire, on est vraiment dans le fondamental et on n'a pas de partenaires, de collaborateurs pour ce projet-là, tout du moins, parce qu'on a des collaborateurs de collaboration avec L'Oréal, mais c'est pour un autre projet. Mais pour ce projet-là, on n'a pas de collaboration pour aller chercher de l'appliquer. Mais c'est vrai que quand on y pense, à vraiment très long terme, ça peut être vraiment intéressant au niveau de cibles thérapeutiques, de jouer un petit peu avec nos protéines ou nos molécules. J'ai encore beaucoup à faire. On rêve beaucoup dans l'équipe de toutes les possibilités qu'on pourrait faire. On pourrait en rajouter dans le yogourt, on pourrait rajouter sur les produits de viande, justement sur les produits, tout ce qui sort de la mer, crevettes, etc. Et on parle de salmonelle, par exemple. Salmonelle fait partie de son microbiote intestinal. Fait qu'on pourrait lui donner finalement une bactériocine qui cible exclusivement salmonelle, retirer salmonelle de son système et finalement offrir une viande qui serait beaucoup plus sécuritaire. On pourrait penser justement aussi à des
personnes qui prennent des antibiotiques. Actuellement, j'ai une amygdalite, on me soigne aux antibiotiques, mais en même temps, mes antibiotiques vont venir réduire ma charge en bactéries dans mon microbiote intestinal. Donc, offre la chance, des fois, on va avoir des personnes qui sont soignées aux antibiotiques qui vont souffrir d'une contamination à E. coli. Parce que E. coli fait partie de notre microbiote intestinal. Il attend juste la bonne opportunité, un peu de place qui se crée dans l'intestin pour pouvoir croître. Bien là, ce qu'on pourrait faire, c'est offrir un double traitement antibiotique-bactériocine. La bactériocine ciblant E. coli, il l'empêcherait finalement de prendre la place qui s'est créée par un traitement aux antibiotiques. Chaque étudiant a son propre projet de recherche. Donc, on est des collègues, mais on n'est pas vraiment partenaires, si on veut. C'était le projet que j'ai commencé et il était tellement gros. Puis, quand j'ai passé mon examen prédoctoral, on m'a dit « Tu sais, en 4 ans, tu ne seras pas capable de faire tout ça, à moins de dormir 2 heures par jour. » Donc, avec mon directeur de recherche, on a décidé de lui donner une partie de ce projet-là. Donc, si tu veux, elle avait comme un mini-projet dans mon gros projet. Et mais on est quand même très indépendant parce que le but dans mon directeur de recherche, ce qu'il veut, c'est qu'on soit indépendant. Chapitre 3. Fondamental ou appliqué? Moi, c'est du fondamental. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille avec des cellules de peau. Donc, je ne travaille pas avec un modèle animal. C'est discutable aussi, éthiquement parlant, etc. Mais moi, mes cellules reviennent de réduction mammaire. Donc, c'est parce qu'en fait, comme je veux regarder l'effet des UV, l'idée, c'est d'avoir un bout de peau. Parce que si je prends un bout de peau ici, en fait, je vais avoir des dommages résiduels, etc. sur ma peau. Donc là, vraiment, au niveau des réductions mammaires, ça, c'est des donneurs. Je ne connais pas leur nom. Je connais juste l'âge et le sexe. Mais l'idée, au niveau de l'éthique, l'idée, c'est vraiment de connaître un minimum de choses sur ces personnes-là. Donc ça, c'est pas moi qui récupère ces échantillons-là, mais moi, je récupère juste les cellules. Donc ça, c'est mon outil de base. En fait, j'ai 3 outils de base. C'est vraiment les cellules, un spectre UV. Donc en fait, ça ressemble un peu à un micro-ondes. Donc j'utilise des cellules, un irradiateur aux UV, comme on appelle ça. Et après, de mes cellules, je fais plusieurs extractions. Donc, en fait, c'est ça, je fais des irradiations, des trucs comme ça. Et ensuite, je récupère soit l'ADN, soit les protéines, tout ce que je veux au niveau cellulaire. Donc, ça, c'est mes 2 outils de base. J'ai des logiciels que mon directeur de recherche a achetés ou des logiciels que j'ai récupérés gratuitement sur Internet. Et donc, ça, c'est plus côté statistique, partie... bureau de notre recherche. On fait partie d'une chaire industrielle qui s'appelle Métabiolac, où on a rassemblé plusieurs partenaires de l'industrie québécoise. On a des partenaires comme Cascade, Sanimark, qui sont intéressés à faire des serviettes sanitaires avec bactériocine éventuellement. On a des partenaires comme Olimel pour les produits de viande. On a les partenaires de la Coop Fédérée pour tout ce qui serait vétérinaire, finalement. On a Grisé Saumon ici à Saint-Augustin pour les produits saumon fumé. On a un producteur probiotique, Biena aussi. On a une équipe justement de chercheurs qui, eux, s'acharnent beaucoup à trouver des nouvelles molécules, des nouvelles bactéries, en allant chercher justement dans ce qui serait produit de la mer. Est-ce qu'on aurait là-dedans des bactéries intéressantes? Dans les produits laitiers, est-ce que dans différents types de lait, on retrouve différentes bactéries qui pourraient produire ce type de bactériocine? On teste chez les animaux même, chez le poulet, on pourrait retrouver une bactérie qui produit finalement des bactériocines. Donc, ça se retrouve partout. Le champ est très large, puis il faut déchiffrer. Donc, on a une grosse équipe qui défriche le terrain actuellement pour en trouver. On a aussi des chercheurs qui travaillent justement tout ce qui va être application. Une fois qu'on a une molécule, sur quelle matrice on peut l'appliquer? C'est où que ce serait intéressant? Et est-ce qu'on vient altérer? Est-ce qu'on a des restrictions aussi où qu'il faut travailler? Et dans le fond, on a une petite équipe qui m'incluant qui finalement amène ça vers nos partenaires industriels pour pouvoir amener ça dans vos assiettes ou chez vous, dans vos fermes. Ça peut prendre des années. Dans mon domaine, par exemple, tu vois, moi, en plus, toi, tu es appliqué. Moi, je suis fondamentale, donc j'ai une coche encore plus en dessous. Puis là, tu vois, donc on a démontré qu'il y avait une amélioration de la réparation. Si après, on montre qu'il y a telle protéine qui peut vraiment avoir telle protéine, telle molécule qui peut jouer un rôle vraiment primordial, à ce moment-là, ça passe en appliqué, donc ça passe un peu à ton niveau. Et après, ça va aller en clinique, donc ça peut prendre... Et ça, gravir des échelons, ça prend des dizaines d'années, quoi. Puis c'est finalement dans 50 ans que ce sera mis sur le marché. Et puis la deuxième section, j'ai décidé que ça allait être la bioconservation avec Laurent.
Donc là, ça me faisait un peu peur, cette section-là. Je voulais vraiment représenter la surcharge d'antibiotiques. Fait que là, c'est vraiment une section très lourde, avec beaucoup d'informations. Il y a un thème qui revient beaucoup, mais avec de plus en plus d'informations musicales, très lourdes. Et puis, je suis allée chercher des bruits faisant référence à la science. Donc, je voulais un peu représenter le scientifique un peu fou. Comme troisième section, c'est Marie-Catherine avec la photobiologie. Donc, pour cette section-là, je voulais vraiment représenter vraiment l'idée là, du soleil écrasant, pour représenter vraiment les rayons UV très, très présents, puis très lourds, puis très néfastes. Un instrument qui fait référence beaucoup au désert, donc dont la cithare indienne. Chapitre 4. Singularité. Ce que j'aime dans mon projet de recherche, c'est vraiment le côté innovant. Il y a beaucoup d'études sur les UV qui travaillent avec une dose unique. Et tout ce qui est conditionnement des cellules, ça a été fait déjà, ça c'est sûr, ça fait une dizaine d'années que les gens le font, mais avec des rayonnements ou avec des éléments qui ne sont pas physiologiques. Tandis que moi, ce qui est vraiment innovant dans mon affaire, c'est vraiment utiliser les UV qui sont physiologiques pour conditionner les cellules à être plus efficaces aux UV. Si on met de la crème solaire, ça l'empêche le bronzage? Non. Okay. Ça, pas du tout. Okay. C'est ce que les gens pensent, mais en fait non, parce qu'il y a toujours un 10% environ, ça dépend des crèmes solaires, etc. Mais je dirais qu'en moyenne, c'est 10% des UV qui passent. Et donc les UV qui passent vont quand même activer ta mélanine, et à ce moment-là, tu vas avoir un bronzage. Sauf qu'il sera... c'est sûr que si tu vas te mettre au soleil, ça dépend des peaux. Toi, tu as une peau quand même relativement blanche, donc je te dirais que tu vas plus rougir. Oui, moi, c'est très crème solaire. Mais je sais que mes frères sont quand même assez noirs de peau. Eux, ils bronzent systématiquement. Okay. Moi, je suis la plus blanche de ma famille, j'ai tendance à rougir. Mieux vaut mettre de la crème solaire et à mettre une semaine à avoir un beau bronzage que s'exposer un jour à avoir un beau bronzage ou éventuellement un coup de soleil. Parce que parfois, tu as beau avoir un beau bronzage, ta peau par derrière, tes dommages à l'ADN et tout ce qui est stress oxydatif, etc., c'est peut-être pas la meilleure solution. Quand on explique aux gens, finalement, que pour retirer des bactéries, on va rajouter des bactéries, là, on vient vraiment un peu bousculer les connaissances. Ouais, c'est ça. On parle souvent de probiotiques. Là, on commence à comprendre un peu. Oui, c'est d'apporter vraiment tout ce concept-là, finalement, que dans un écosystème, c'est très complexe et on peut jouer un peu avec ça en apportant des bactéries qui seraient bénéfiques, qui nous apportent beaucoup, finalement. Puis là, on arrive avec un produit qu'on voit très peu sur le marché, puis qu'on ouvre beaucoup de potentiel. Ce qu'on voit aussi, là, évidemment, c'est une première application qui serait un agent de conservation. Mais côté vétérinaire, c'est ça. On permet ici, ce qu'on peut envisager finalement, c'est de retirer finalement les antibiotiques de l'élevage du bétail. C'est un peu pourquoi je porte mon T-shirt en ce moment. On veut retirer les antibiotiques dans l'élevage du bétail. Parce que présentement, on a un phénomène où on voit l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'on donne énormément d'antibiotiques à l'élevage comme un facteur de croissance. D'ici la fin 2017 ou début 2018, il sera interdit aux États-Unis et au Canada d'offrir des antibiotiques aux animaux d'élevage comme facteur favorisant la croissance. Je mets une nuance ici. On va pouvoir offrir des antibiotiques pour soigner les animaux, mais on ne pourra pas leur offrir des petites doses continuelles, finalement, pour augmenter la croissance. Donc, pour pallier justement à cette manque de cette hormone de croissance-là, on pourrait offrir finalement des bactériocines. Parce que, comme je dis, le but, c'est de garder les antibiotiques pour nos propres soins. Ça marche très bien, c'est une technologie qui marche. Et le temps qu'on développe une autre technologie pour se soigner, ça va être très, très long. Donc, il faut maintenir ce médicament-là en place et offrir des alternatives dans les autres secteurs. Et c'est là qu'entre en jeu les bactériocines, où on pourrait finalement les utiliser comme hormones de croissance aussi et séparer les deux médicaments complètement, deux applications différentes. Moi, je suis synesthète colorée. En fait, c'est lorsque je vois des sons, la plupart des sons que j'entends, je vois des couleurs, en fait. Il y a des gens, eux, que c'est les chiffres, les lettres,
des mots, savoir les évoquer des couleurs. Moi, c'est les sons. On est peu nombreux à la faculté d'avoir, la faculté de musique d'avoir, je sais pas si je suis correcte de dire capacité-là, mais ça se ressemble. On a des, comme par exemple, Do majeur, là, Do majeur ou juste la hauteur Do. Pour moi, c'est un rouge très clair, un rouge cramoisi. Là. Les hauteurs, donc Do, Ré, Mi, ça, il y a des couleurs attitrées à chacune de ces notes-là. Chapitre 5, de la théorie à la pratique. Pour inhiber l'hystéria, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On met des barrières microbiologiques. On rajoute du sel, on rajoute des agents chimiques, nitrites, les UV, et autres. Par exemple. Les UV aussi, traitements aux UV sont très utilisés dans l'industrie pour tout ce qui va être stérilisation des emballages et dans stérilisation en surface de produits. Donc, on va créer une mutation, tuer la bactérie sur l'aliment. On a plusieurs types de barrières qui peuvent s'ajouter sur l'aliment pour éviter des contaminations à l'hystéria. On arrive aussi dans un contexte où le consommateur veut un produit qui serait plus biologique. On veut retirer le sel, on veut retirer les agents chimiques, on veut retrouver l'aliment au naturel, mais évidemment sans sacrifier la qualité du produit. Et c'est là qu'on arrive avec l'ajout d'une bactériocine sur le produit. Ce qui a été testé justement avec un de nos partenaires industriels, c'est d'ajouter la souche Carnobacterium divergens sur le saumon. Ce qu'on se rendait compte, c'est qu'elle n'allait pas altérer le saumon. Ce n'est pas une bactérie qui consomme beaucoup les protéines du saumon, mais elle va réussir quand même à survivre sur le saumon. Elle va continuer tout au long de la durée de vie du saumon, produire ses bactériocines et inhiber toute potentielle contamination à l'hystéria. Et même si j'avais une tranche contaminée par l'hystéria, je pourrais rajouter mon ingrédient et éliminer carrément l'hystéria du saumon. La souche, nous l'avons justement testé à frais, parce qu'on retrouve souvent saumon fumé frais, qui a une durée de vie normalement de 14 jours. Testé sur le saumon frais, l'ajout de bactériocine permet d'équivaloir finalement cette même durée de conservation par rapport à un saumon avec sel ou agents chimiques. Si on fait congeler notre saumon fumé à -20, puis décongeler à 4 degrés, la bactérie ajoutée va encore survivre et va reprendre vie finalement une fois température fraîche à 4 degrés. En gros, mon projet, c'est faire la production de ce bio-ingrédient, l'ingrédient qu'on va rajouter sur le saumon. Donc, ça part finalement de la production de la bactérie même en biofermenteur. Fait que ça, c'est simplement une grosse cuve où est-ce qu'on contrôle tous les facteurs, température, agitation, nutriments pour faire croître nos bactéries. Et après, moi, mon milieu de culture que j'ai bâti, c'est vraiment des composants qui sont sans allergènes, de grade alimentaire, que je pourrais boire finalement. Donc, je travaille actuellement justement sur le développement du procédé pilote pour amener le projet à l'échelle industrielle. Donc, je fais le pont vraiment entre le laboratoire et l'application industrielle. Je vous ai parlé de mon projet général, mais il y a aussi tous les effets des UV au niveau de l'œil. Donc, il faut quand même se protéger les yeux avec des bonnes lunettes de soleil, pas des lunettes de soleil qui sont juste jolies et qui ne filtrent pas les UV. Donc, c'est vraiment important. Oui, idéalement, quand tu pars dans le sud, tu portes un chapeau et tu mets de la crème solaire. De là à être complètement couvert, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, parce qu'il faut quand même se dire que les UV sont quand même nécessaires aussi pour la production de vitamine D, pour plusieurs pathologies aussi au niveau de la peau. Donc c'est quand même important d'avoir une dose minime d'UV. Mais la dose d'UV qu'on est censé avoir et quotidienne est suffisante pour tous les effets bénéfiques. Ça, on parle de 10 minutes d'exposition maximum. Là. Donc si tu décides d'aller faire en plus en montagne, si tu veux faire une randonnée, aller en montagne, etc., plus tu es haut, plus tu es en altitude, plus les UV que j'étudie en fait vont être présents. Donc ils vont être beaucoup plus néfastes, au final beaucoup plus forts. Donc à ce moment-là, ça devient vraiment important de bien se couvrir. OK. On continue à mettre de la crème solaire finalement. Et en fait, c'est ça les conclusions exactement qu'il faut retenir, c'est que la crème solaire, normalement, elle est très efficace, mais il y a quand même environ 10% qui traversent la peau. Donc en fait, c'est un peu comme une adaptation. Ces 10% d'UV qui vont traverser la peau, c'est des longueurs d'onde qui sont peut-être moins dommageables. C'est sûr qu'il reste des études à faire là-dessus, mais c'est peut-être cette conclusion que je préfère amener, c'est mettez-vous de la crème solaire, parce que votre peau va avoir l'habitude d'avoir juste une faible proportion d'UV et elle va être mieux adaptée finalement. Les mécanismes de réparation vont peut-être réparer plus efficacement les dommages à l'ADN. Pour cette fois-ci, j'ai commencé par m'asseoir au piano.
Et puis, il fallait que je trouve un thème très représentatif, en fait, le thème musical des chercheurs. C'est une petite mélodie, là, vraiment pas longue, que j'ai trouvée au piano. Et puis là, j'ai fait, OK, parfait, ça va être cette mélodie-là. J'avais la musique, j'avais toutes ces petites données, toutes les notes. Et là, il fallait que je vienne mettre chaque son à chaque instrument. Il faut que je vienne mettre l'articulation, il faut que je vienne mettre la façon de jouer, il faut que je vienne mettre le souffle, le phrasé qu'on appelle vraiment là, pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment un orchestre symphonique qui joue en face de nous. Chapitre 6. Entre tâtonnement et rayonnement. La recherche, c'est que des obstacles, c'est que de la patience, finalement. Fait qu'il faut toujours, je donne l'exemple de mes collègues chercheurs qui testent des milliers de souches pour finalement trouver une souche qui a peut-être un peu de potentiel. Fait que tu sais, quand tu fais du criblage à ces milliers de souches-là, ça peut être un peu décourageant de voir qu'il y a finalement, il y en a juste une qui a un peu peut-être du potentiel. Et qui finalement n'en a pas et que tu t'en rends compte au bout de quelques... On se croise les doigts pour qu'il y en ait finalement. On a des souches souvent qui sont très exigeantes. Donc, ça ne laisse pas beaucoup aller. Il faut avoir vraiment des protocoles très rigoureux parce qu'elles pourraient pas offrir les mêmes rendements finalement, en production, en biomasse, en production de bactériocènes. Donc, c'est vraiment des suivis très serrés. Une des portions techniques de la chose qu'il faut vraiment suivre aussi, c'est la stabilisation finalement du produit. Parce que c'est bien beau, on obtient finalement un produit liquide, mais un produit liquide, c'est très sujet à l'oxydation et c'est lourd, ça se conserve mal. Fait qu'il faut l'amener sous une forme en poudre, finalement, pour le stabiliser. Donc, il faut sécher le produit. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est des bactéries qui soient vivantes au bout du compte. Donc, le fait de les sécher, c'est un très grand stress pour ces bactéries. En fin de doctorat, on est content, mais parfois, obtenir un résultat, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Dans mon projet de recherche, je l'ai commencé, il n'y avait pas de données préliminaires, parce que souvent, quand les gens commencent à la maîtrise ou veulent faire un doctorat juste en 3-4 ans, on leur donne des projets qui sont déjà commencés, qu'il y a des étudiants qui ont déjà commencé. Moi, dans mon cas, ce n'était pas le cas. Donc, il y a une mise au point énorme derrière ça. Rien que mettre en place l'irradiation chronique, ça a l'air simple comme ça quand je le dis, mais c'est des mises au point, des mois et des mois de mise au point de « Ah non, ça c'est plus létal, ça c'est moins létal, ça marche pas, etc. » Donc, j'ai mis environ 1 an à mettre au point beaucoup de techniques. Donc, en 1 an, quand tu fais... quand tu regardes derrière toi, tu te dis mais j'ai pas de résultat et j'ai pas d'article. Et les articles en recherche, c'est ce qui te fait vivre. Et je me destinais à faire une recherche académique, donc pour moi c'était quand même important. La science, c'est un long processus parce que c'est vraiment ça demande de la rigueur pour vraiment. Je pense qu'on donne l'exemple du scientifique fou dans son laboratoire qui découvre quelque chose, patente quelque chose et arrive avec un produit final. Wow, ça a pris 1 mois d'intense labeur pour arriver à ça. C'est pas ça la réalité. Non, je pense que ça, comme tu dis, c'est la meilleure, tu es bien placé dans ce domaine-là pour démontrer ça. C'est du temps à mettre dans ce type de domaine-là. Surtout, on rigole pas quand il s'agit de la santé humaine, là, dans ton cas ou dans le cas des UV, où je veux dire, on est censé sauver des gens des cancers ou toi, justement, éviter d'avoir la listériose. C'est des processus vraiment très longs et il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, c'est normal que ça prenne des années. Mais c'est vrai que quand tu commences ton projet et que tu te rends compte que finalement, tu es quasiment mort, que ça sort sur le marché, quoi, c'est triste. Finalement, entre le moment où c'est sorti, c'est comme les médicaments, le moment où les médicaments sortent et le moment où ils ont été produits, il y a quand même une bonne vingtaine d'années de différence, quoi. Puis nous, on est « Waouh, ce médicament est révolutionnaire », mais en fait, c'est une pensée d'il y a 20 ans, quoi. Il faudrait que je trouve un élément en commun entre ces 4 chercheurs-là. Parce que ils ont toutes des disciplines différentes, très différentes. On a le génie civil, on a la bioconservation des aliments, on a la photobiologie et puis on a la science du sport. OK, fait que là, il fallait que je représente ça musicalement. Fait que je me suis dit, mon Dieu, il faudrait que je trouve un concept qui représente ça. Tout simplement, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme si c'était des super-héros. Chapitre 7. Science symphonique. J'avais fait une vidéo sur mon projet de recherche, une petite vidéo pour
pour une conférence internationale et je lui avais Ok. demandé de faire une petite composition. Ah. L'idée de faire quelque chose de léger au piano, effet positif des UV, etc. Tout va bien. En même temps, je parlais et je faisais des explications. Puis à la fin, ça devenait plus sombre dans la Ok. manière dont il jouait du piano, Mhm. où là, il y a les effets négatifs qui arrivent. Donc là, il y avait j'avais mis des images de cancer en fait cutané. Ok. Donc là, sa musique était de plus en plus noire. Si tu veux, D'accord. ça se ressentait. On pourrait penser à un resto cabaret, finalement, où on y sert de la nourriture, et on a un éclairage très intense, finalement, qui pourrait représenter ce qui est impact UV, finalement, Ouais. sur une pianiste qui est sur scène. Ça pourrait, finalement, rassembler les deux sujets. L'esthétique musicale de cette pièce-là, c'est de la musique mixte, parce que j'utilise tant l'électronique que la musique acoustique. Donc voilà, faire cette simulation orchestrale-là avec des instruments virtuels, ça c'était vraiment. C'est comme si je disais à mon instrumentiste, j'aimerais que tu joues comme ça, joue un petit peu plus fort aussi. Donc ce passage-là, donc je veux vraiment plus accentuer, je venais tout lui dire en mon logiciel. C'était le 3e épisode de la saison de Cogito. Pour entendre l'œuvre intégrale de Marie-France, rendez-vous sur la page YouTube de la chaire publique Alliée. Ne manquez pas le 4e et dernier épisode de la saison. À bientôt.